Et c'est toujours un soir à Paris. Continuons à vous faire plaisir, à nous faire plaisir. On avait très envie depuis quelques temps déjà de vous parler de ce que vous propose en ce moment la salle Gaveau. Il a suffi que j'en parle pour que tout d'un coup on me dise mais oui, mais j'ai vu ça, c'est Gérald Garouti qui a mis en scène. Ben voilà, Gérald Garouti, il nous rejoint. Vous pouvez pas savoir le nombre de réactions via les réseaux sociaux, réactions enthousiastes, c'est très laudatif, hein. Bravo. Pas que ça vous monte non plus au cigare, mais enfin quand même. Il n'y a pas de risque, je vous rassure. On va beaucoup en parler de Chaim Lipski, violoniste juif polonais qui aura traversé le siècle, et beaucoup de mes confrères, pour faire court, y ont vu la même chose finalement, une leçon de vie lumineuse, parce que dans cette émission justement on aime bien quand les lumières triomphent de l'obscurantisme. On va prendre le temps d'en parler. En plus, celle qui évoque l'histoire de ce violoniste prodige, c'est l'excellente, la talentueuse, la lumineuse, la toujours aussi solaire Mélanie Doutet, qu'on est ravis de retrouver. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Belle année à tous les deux, ça commence bien 2014. Hein. Bonne année à vous. Comme on dit, vive la vie alors. Vive la vie et beaucoup de lumière, vous le dites très bien, et c'est le plus important, la lumière et la vie. On en a besoin en ce moment, je trouve. Hein, oui, un peu. L'époque est sombre. Un peu pour le moins. Mélanie, qui était, ou qui est toujours d'ailleurs, Chaim Lipski? Oui, qui est toujours parce qu'il est vivant. Il est toujours vivant, oui. Il a salué avec nous il y a quelques semaines, ça nous a un peu tous bouleversés. C'est comme vous l'avez dit, un Polonais qui naît en 1930 en Pologne. Il est juif et il découvre la musique très jeune, mais une musique, une passion dévorante. Il découvre le violon, il découvre ensuite des immenses compositeurs. Il a un talent inouï, une oreille inouïe, et il va traverser le siècle avec ce qu'il a de plus terrible et de plus d'innommable, grâce à sa passion, grâce à cette volonté de vivre, et il va transmettre cette lumière à sa famille. Oui. Voilà. Donc évidemment on évoque des choses dramatiques, mais on parle surtout de l'art, de l'amour, de la transmission, de la volonté. Enfin, c'est une pièce qui est pleine de vie et de lumière. Enfin, je répète beaucoup lumière, mais c'est surtout ça qui m'a plu, moi, dans cette écriture. On parle, par exemple, le personnage de Chaim, donc Chaim, passe par Auschwitz, et on l'évoque très peu dans le spectacle. C'est vraiment une pièce qui s'adapte d'ailleurs à tous les drames de notre temps, non? Et puis, oui, Gérald. Ah mais il est spectateur déjà, Gérald. Je suis un spectateur inconditionnel de Mélanie Doutet, qui, je dois le dire, est pour moi la voix idéale de ce spectacle. Pourquoi ? Parce qu'elle est lumineuse. Je regrette que ce terme revienne systématiquement, mais comme il est Soyez juste... pas désolé, on a besoin de l'entendre, je vais vous dire. Comme il est juste, et que c'est exactement ce que je souhaitais, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai intitulé ce spectacle Chaim à la lumière d'un violon, et qu'il fallait, pour moi, qu'il y ait une forme de rayonnement, une forme de transmission, de passage de cette lumière, de passage de témoin, de passage de vie, et il fallait cette qualité de présence, au-delà même du talent que vous avez évoqué de Mélanie, qui n'est plus approuvé. Il y a ce rapport au travail, il y a ce rapport à l'exigence, il y a cette tenue, cette manière d'être droite dans le travail, d'être droite dans son rapport au texte et dans son rapport au monde, et surtout une forme d'artisanat et de construction qui, pour moi, est essentielle dans le travail théâtral, c'est-à-dire de véritable modestie de quelqu'un qui sait l'enjeu et l'importance de construire un chemin. Et il fallait cela pour faire entendre cette vie, ce conte-là, cette écriture, qui elle-même a tenté de procéder par une tenue, c'est-à-dire trouver un point d'équilibre assez difficile. Je dois dire que ce spectacle a été pour moi le plus difficile à construire, bien plus difficile que Richard III, qui avait pourtant 12 comédiens anglais. Et pourtant, il y a eu d'autres spectacles étaient plus, apparemment, si vous voulez, plus lourds en termes de monde, en termes d'acteurs, en termes de durée même. Mais là, pour bâtir cette 1h30 à 5 voix, ça m'a demandé 5 ans, et ça m'a demandé 30 versions du texte, et ça a demandé d'arriver à dépasser tout un ensemble d'écueils, puisque entre le pathos, l'obscénité, la superficialité, la redondance, la leçon, les écueils étaient innombrables. C'était si vous voulez, une sorte de Titanic qui s'avançait, cerné d'écueils. Il fallait que j'évite d'écorcher la Corse. Et à partir de là, cet enjeu de la justesse, et c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup réfléchi avant de me demander quelle voix, et Mélanie m'a paru, et ça s'est confirmé, la plus juste. Et c'est une question de justesse, ce spectacle. Pas seulement parce que c'est un spectacle musical, où effectivement, il faut pas de fausses notes, mais il faut pas de faux pas.
ce qui est encore pire, parce que le faux pas vous fait instantanément tomber à côté, et on est avec Mélanie à chaque fois dans cette exigence du temps, de la précision, du rapport aux mots. C'est écrit mot à note, c'est écrit comme une partition, c'est composé comme un morceau. C'est aussi un spectacle musical. Bien sûr. Sur scène, il y a 4 musiciens qui m'entourent, qui sont très très présents, qui sont des personnages principaux aussi. Qui jouent avec vous. Qui jouent avec moi, voilà. Ouais. Donc il y a un piano à queue, magnifique instrument. Il y a un accordéon et une clarinette, qui sont 2 musiciens qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui sont des musiciens klezmer, dont le groupe s'appelle Les Mensch. Voilà. Les hommes. Et il y a un violoniste qui est un violoniste d'immense talent, qui s'appelle Naaman et qui est le petit-fils de Chaim. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un conte à 5 voix, et que un des plus beaux compliments d'ailleurs qui m'a été fait sur ce spectacle, c'est qu'est-ce qui joue bien de la musique, vos comédiens. Donc je me suis dit qu'on avait quand même réussi, à force de travail, à trouver une langue commune entre la comédienne qui doit avoir beaucoup d'oreilles pour simplement être dans la précision et dans l'harmonie. C'est un spectacle d'harmonie. Et puis les 4 musiciens qui eux-mêmes jouent. Donc c'est vrai que c'est extrêmement important de construire ça. Et le violoniste, tu l'as dit, Mélanie, il est d'autant plus important qu'il n'est autre que le petit-fils de Chaim Lipski, qui c'est un virtuose qui joue dans le monde entier. D'ailleurs, Dana Chokarli, la pianiste aussi, qui est une flamme du spectacle. Donc ce sont de très grands musiciens, et qui en même temps, et c'est pour ça que moi c'est important de trouver l'équilibre, ont mis à la fois leur talent et leur humilité au service de ce spectacle. C'est-à-dire que parfois, les musiciens arrivent, c'est le cas d'Anna, elle va revenir d'Indonésie, je crois, que je ne sais où, on joue à Gavo, elle repart, chacun continue, si vous voulez, son aventure théâtrale, musicale, littéraire, mais on se retrouve pour raconter tous les 6 cette histoire, parce qu'elle nous semble essentielle, et qu'effectivement, vous avez commencé par le dire, dans un monde assez sombre, une époque où les raisons de haïr et les manifestations de violence pullulent, il me paraît essentiel de donner une raison de vivre, une raison d'espérer, même en évoquant un tout petit peu dans le spectacle, parce que c'est indicible, la Shoah. Bien sûr. Chaim Lipski est venu au violon très tôt, et quand Mélanie a raison, parler de sa volonté, c'est son père cordonnier qui en même temps l'a encouragé à jouer de cet instrument. À Lodz, ce fils de cordonnier, c'est pas gagné d'avance, c'est dire la volonté dont il a dû faire preuve très très vite, très tôt justement. Et il me semble, je parle sous votre contrôle, que l'amour de la musique se confie chez lui en rencontrant d'une certaine manière Mendelssohn. On l'écoute ? On l'écoute, Mendelssohn. Parce que c'est magnifique. Fermez les yeux.
Gérald, Mélanie, merci d'être venue avec vos disques. Vraiment, ça me fait plaisir. Oh, j'ai fait ça, j'ai enregistré ça Non, c'est dimanche sympa. dernier. On a un orchestre symphonique sur Dans scène, ma salle de effectivement. bain. Oui. Si vous nous rejoignez, Mendelssohn, lui aussi, justement, et de ce très beau spectacle qu'on vous propose en ce moment à la salle Gaveau, Raïm à la lumière d'un violon, le sien en l'occurrence, un violoniste génial. On sait encore, j'ai envie, pas forcément qu'on raconte toute sa vie, parce que ça, on le vit avec vous soir après soir à la salle Gaveau en ce moment. Mais ce qui m'a sidéré, c'est que au retour d'Auschwitz, il a choisi, je crois, 2 langues, le yiddish et le silence. Il allait partir pour l'Amérique, oublier tout ça peut-être, repartir, reconstruire sa vie, et puis non, il est allé finalement en Israël, il est tombé sur une affiche, je crois, pour la petite histoire, et là, il a accroché au clou en quelque sorte le violon, et il est devenu électricien, parce que il fallait construire Israël. Mais c'est incroyable, il a eu 1000 vies cet homme. Oui, il a eu 1000 vies, effectivement. Il a eu surtout une survie. Et il y a un fil de cette vie qui est un fil avec des étapes, des rebonds, des accents et des miracles. Et aussi des énigmes. Et effectivement des silences. C'est-à-dire que le silence est la 3e dimension du spectacle. Ouais. La parole, la musique et le silence. Il y a quelques silences d'ailleurs dans le spectacle et Mélanie le sait, ils sont extrêmement importants à faire résonner. Et parmi ces silences-là, il y a ce que Raïm ne dit pas. C'est-à-dire que, par exemple, sur Auschwitz, la seule phrase qu'il prononce, les 2 années qu'il a passées à Auschwitz, c'est « j'en suis parti ». Ouais. C'est la seule chose qu'il dit, parmi les différentes discussions que j'ai eues avec lui, parmi les recherches que j'ai pu faire. Et c'est pour ça qu'il fallait que le spectacle respecte également ce silence-là, sans non plus taire ce qu'il fallait évoquer. Et c'est vrai que, par exemple, il ne dit pas, lui, j'ai arrêté le violon pour telle raison négative. Il dit, non, il fallait des bâtisseurs, donc je suis devenu électricien parce qu'il fallait construire le pays. Et donc, il présente, positif comme il l'est, avec cette volonté que vous avez évoquée, il présente un choix affirmé, voilà, de bâtisseur. Mon interprétation, puisqu'il s'agit de mon point de vue sur son histoire, j'assume cette part de subjectivité. Je prétends pas dire la vérité, je dis une vérité sur une histoire. Je pense qu'il ne pouvait plus toucher un violon après avoir joué pendant 2 ans durant les exécutions et pendant que les cheminées fumaient. Que ça a été sa survie et que ça a été en même temps, je le dis dans le spectacle, ce qu'il a détruit, en tout cas ce qu'il a miné. Et là où il y a un miracle, c'est que malgré cette impossibilité, malgré cette condamnation d'une certaine manière, cette interdiction, il transmet la musique. Il la transmet à ses enfants, à ses petits-enfants, et donc dans cette transmission-là, la vie triomphe malgré tout. Et c'est cette complexité-là, si vous voulez, pour moi, qui m'a fasciné de cette histoire-là. Et il fallait trouver la clarté du dire pour le faire passer. Et en même temps, le silence que vous évoquiez. La musique, comme la vie, la musique ou la vie, ont finalement eu le dernier mot. C'est ça qui est extraordinaire en même temps. Mélanie, comment est-ce qu'on, quand on est la comédienne que vous êtes, comment est-ce qu'on parle pour Raïm Lipski, en quelque sorte? Comment est-ce qu'on dit tout ça? Comment est-ce qu'on est sur scène? Comme vient de le dire Gérald, je ne parle pas à la place de Raïm, je raconte une histoire. C'est la première fois que je joue une conteuse. C'est un rôle particulier, un peu à part, c'est-à-dire qu'il faut garder une forme de distance et en même temps s'immerger totalement dans ce conte, parce que je n'arrive pas à me projeter dans cette réalité, parce que je raconte des choses à certains moments qui sont indicibles, qui je suis moi pour parler de cette histoire-là. Donc la place n'est pas facile à trouver et en même temps c'est passionnant parce que c'est des choses que moi en tant que femme, en tant que mère, en tant que citoyenne j'ai envie de transmettre, j'ai envie de raconter. C'est des choses qui sont bouleversantes parce que c'est une écriture qui est pleine de vie, c'est une écriture qui est digne, qui est noble. C'est une écriture qui fait tellement de bien d'entendre. Enfin moi déjà en tant que lectrice, ça m'a tellement bouleversée de lire des choses aussi saines, nobles. Et qui ont foi en l'humanité. Voilà, c'est. Ah oui. Moi, je trouve qu'il y a de. Ouais. C'est. Voilà, voilà, ça m'a beaucoup touché tout ça. Et donc trouver ma place là-dedans, je l'ai trouvé. Puis je prends mon pied surtout. Je prends mon pied à dire, à raconter cette histoire-là, la dignité de cet homme. C'est une leçon pour tout le monde, quoi. Voilà. Donc, c'était votre question, pas du tout. Bien sûr. Voilà. Ah non, tout à fait. Donc tout voilà, à moi fait. je suis très fière de dire ce spectacle Ouais. et je suis très fière que les gens l'entendent.
Et le dialogue, justement, alors c'est très joli, je trouve, ce que quelqu'un vous a dit, Gérald Garoutier, les comédiens, ils jouent drôlement bien de la musique aussi. Oui, alors vous êtes finalement 5 artistes sur scène, 5 sur scène, 5 interprètes, en réalité, merveilleux. Le dialogue, c'est noué comment, justement, avec ces autres interprètes que sont les musiciens? En plus, ce sont des musiciens virtuoses, eux aussi. Mais en fait, quand j'ai lu la pièce, je me suis dit, bon, super, alors attends, mon rôle de conteuse, comment je vais le faire, machin et tout ça. Quand on a commencé les répétitions, je me dis, oh la merde, je ne suis pas du tout musicienne. Et en fait, je me suis rendu compte que l'écriture est une partition. Donc, et c'est extrêmement rythmé. C'est une pièce. Il y a des silences qui sont très précis, mais c'est vraiment une partition. Il y a des temps à respecter, il y a des enchaînements à respecter. Les musiciens racontent aussi une histoire. Raïm est un fou de musique, donc il était évident que ce spectacle soit musical. Ils jouent eux-mêmes des personnages. Quand on parle de l'enfance de Raïm, c'est tellement gai, cette musique klezmer. Donc, voilà, c'est là aussi, il y a tellement de vie. Donc, il fallait m'immiscer dans cette musique, dans ces notes, et c'était passionnant. Je découvrais un autre travail aussi. Oui, parce qu'on est dans la musique klezmer traditionnelle, on est chez Mendelssohn, on est aussi chez Schumann, chez Chopin, on est aussi chez Bernstein, Bartók. On se fait plaisir, hein. On se fait plaisir dans cette heure 10 où il y a de la musique, puisque à certains moments sont purement musicaux. Là, on a entendu Mendelssohn, dont on joue le premier mouvement pour piano et violon. Il y a des moments où paroles et musique sont tuilées, littéralement agencés, mariés. Il y a des moments de parole seule, des moments de silence, vous l'avez dit. Il y a un voyage dans les musiques, puisque c'est aussi une traversée du siècle musical d'une certaine manière, en tout cas des univers musicaux. Et le premier univers, c'est le monde d'avant, le monde d'hier, comme disait Zweig. C'est celui d'avant la catastrophe. Et il était vraiment important pour moi qu'on voit cette vie-là, qu'on voit le Yiddishland, qu'on voit cet éclatement de vie, qu'on voit cette bigarrure, cette complexité, ce monde dans d'autres mondes, à la croisée des différents pays, de la Roumanie, de la Pologne, de la Russie. Voilà, qu'on entende ce qui a été pendant plusieurs siècles la réalité de l'Europe centrale. Et donc, c'est près de la moitié du spectacle, à vrai dire. 40 minutes, puisqu'effectivement, le spectacle est minuté à la seconde. 41 minutes. Voilà, 41. Lorsque tu ralentis un peu, Mélanie, je peux me permettre. Quand tu ne ralentis jamais, ça fait toujours 40 minutes. Donc, voilà. Donc, non, c'est vraiment précis. Et c'est près de la moitié. Et donc, on a là, effectivement, vous l'avez dit, les musiques klezmer. On a une musique classique plutôt romantique, et c'est la conquête de la musique klezmer, la musique classique par Haydn. Puis la deuxième partie, qui dure 30 minutes, elle traverse des musiques plus fracassées, plus dissonantes, plus douloureuses. Bartók, le carillon donc c'est des musiques déjà qui déplacent. Et puis dans la troisième période, qui est le monde d'après, si j'ose dire, la tentative de reconstruction, qui est la plus courte, où là on traverse le reste du siècle, eh bien, on va jusqu'au jazz, on va jusqu'à Bernstein, on retrouve une touche romantique avec Chopin, donc là, les musiques sont très mêlées. Et c'est effectivement à chaque fois un dialogue aussi entre les instruments. Ce qui était beau pour moi, c'est que les deux musiciens classiques d'un côté, ça veut dire violon, piano, et de l'autre klezmer, se rencontrent, se marient et épousent des configurations différentes. Et effectivement, il y a notamment un morceau klezmer qui est la Onga, en l'occurrence, qui est un morceau où vous avez les 4 musiciens ensemble. Vas-y petit, attrape-moi ça. Hey, Zé, Mais on a envie de danser là. Ah ouais. Ah mais d'ailleurs, Mélanie danse, hein. Eh oui. Nu. Non, ça c'est autre chose. Publicité Mélanie, mensongère.
Fallait dire la semaine dernière, on parlait du Crazy, là, ça n'a rien à voir. Enfin, alors, espiègle que vous êtes. Non, mais c'est important, ça, effectivement, oui, vous l'avez bien souligné. Là, on est dans la vie. Et on a envie de bouger, et on a envie d'y aller, et on a envie d'avancer. Et de la célébrer. Et de la célébrer, exactement, de lui rendre hommage. Le Yiddishland, ce pays, vous me dites si je me trompe, sans armes ni frontières. C'était ça, vous m'avez bien lu. C'était ça, le Yiddishland. Raïm Lipski, vous l'avez rencontré, Mélanie? Oui, je l'ai rencontré. Ouais. Alors, ce qui était assez émouvant pour moi, c'est qu'il ne parle pas le français et je ne parle pas le yiddish. Le yiddish, oui. Et donc, nous avons ri. C'est vrai, tu as raison, c'est la 3e langue de Chaim. Ouais. Tu viens de me faire penser à une Le chose. rire. J'aurais pu l'écrire, mais ça me paraît mieux de le faire entendre. Mais tu as totalement raison, le rire, c'est clairement la langue de Chaim aussi. Et il se marre et on a ri sans un mot, Ouais. quelques minutes en se regardant. Et voilà. Donc je me suis dit que c'était un échange très agréable, qu'on a dû partager plein de belles choses. Et moi j'étais très 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 émue de le rencontrer. Il y a quelque chose qui tient de l'état de grâce, je trouve, autour de ce spectacle, la façon dont vous en parlez, et l'un et l'autre, ce que j'ai pu en lire ici ou là d'ailleurs, les réactions, encore une fois, des internautes, jusqu'à cette rencontre magique, miraculeuse avec Chaim Lipski. Vous avez ri. Alors, je vais vous faire part d'une chose, puisque vous évoquez ça. À son échelle dérisoire par rapport à la vie de Chaim, ce spectacle, elle a à peu près une histoire analogue. C'est-à-dire qu'au début, personne n'y croyait. Ouais. Quand j'ai commencé il y a 5 ans, tout le monde m'a dissuadé de le faire. Comment? Un spectacle sur la Shoah? Je dis, c'est pas un spectacle sur la Shoah, c'est un spectacle sur la vie d'un homme qui a traversé le siècle. Mais tu parles d'Auschwitz? Je vais pas parler d'Auschwitz, je vais évoquer Auschwitz. Mais tu fais de la musique et du théâtre, c'est quoi? C'est de la musique ou du théâtre? C'est les deux. C'est très Donc français, c'est un concert Oui. ou c'est du théâtre? Mais c'est, donc, et ça a pris 2 ans comme ça. Ouais. Et pendant 2 ans, tout le monde a essayé de me décourager. Mais vraiment. D'abord, je n'ai pas été soutenu au début, et puis donc j'ai dit bah, très bien, je vais produire le spectacle moi-même. Donc je suis auteur, metteur en scène, producteur, directeur de compagnie. J'ai embarqué ma compagnie Caractère dans l'aventure, on a fait le travail en compagnie, voilà. Et si j'ose dire, avec évidemment l'investissement des musiciens à fond. Mais ça a été extrêmement difficile, vraiment difficile. Alors, les moments où c'était difficile, je pensais à Chaim. Et je me disais, bon, ça va, si lui a pu traverser tout ça, je peux bien arriver à monter un spectacle, même si ça me prend 5 ans, ce qui est délirant, et que, voilà, et que personne n'y croit. Alors, c'est vrai que maintenant, l'accueil, et puis pour tout dire, c'est vrai qu'on a un triomphe maintenant. Et Oui, c'est vrai qu'il y a oui, cet faut écho-là le dire. du spectacle. Ouais. J'en suis heureux, d'abord pour ces raisons-là d'ironie. Ça veut dire que maintenant, la chose existe de façon très éclatante, mais surtout parce que pour Chaim. moi, le plus important, bien sûr, c'est la transmission de cette histoire. C'est que c'est comme cette histoire, je n'avais pas eu le droit de la raconter. On m'avait dit, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas, etc. Et qu'elle existe et elle est transmise et elle passe. Et les gens qui la voient, effectivement, il y a le bouleversement de la musique, il y a le bouleversement de l'histoire, il y a cette envie de vivre. Et je pense pour moi que c'est peut-être pour ça, quand vous parlez de grâce, c'est vrai que c'est cette espèce de petit miracle-là et de passage de témoin-là qui nous rend heureux. C'est vrai. Merci à tous les deux d'être Merci venus beaucoup. en parler. Chaim, à la lumière d'un violon, c'est à la salle Gaveau ce week-end, 25 et 26 janvier, les 8 et 9 février, les 29 et 30 mars, les 12 et 13 avril, les 26 et 27 avril prochains aussi. Un grand merci et puis bravo. Vraiment, merci Merci. à vous. Et vive la vie donc.
On avait envie de vous faire plaisir à l'un comme à l'autre. Merci beaucoup Mélanie Douté, merci Gérald Merci. Garotti. Merci. Raïm à la lumière d'un violon. Mais non, je l'ai pas assez dit. C'est à la salle Gaveau jusqu'au 27 avril. France Bleu 107.1